Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. On vous en a parlé hier, mais on voulait revenir aujourd'hui sur les nouvelles mesures qui ont été annoncées par la première ministre Christine Fréchette. On voulait en discuter avec Pierre Fortin, président de la firme Jean Fortin et Associés, qui est un syndic autorisé en insolvabilité, parce qu'en plus aujourd'hui, merci d'être là Pierre, il y a des chiffres qui sont sortis d'Equifax qui nous disent que les cas d'insolvabilité au Canada ont jamais été à leur niveau aussi élevé depuis 2009. Ça continue donc de plus en plus de ménages qui continuent d'avoir des difficultés à payer le logement, l'alimentation, les dettes. Fait que mon sandwich ballonné, 2 tranches de pain blanc, puis un petit peu de ballonné dans le milieu. On n'est pas si loin que ça. On n'est pas si loin que ça. Je voulais vous entendre justement parce que ça continue 24 heures plus tard là, de faire beaucoup réagir ces mesures-là. Certains, on a vu Jimmy Jean, l'économiste en chef de Desjardins, dire c'était peut-être pas ça qu'on avait besoin alors qu'on a un déficit important, un peu dans la lignée, dans le fond, de ce qu'Éric Girard, le ministre des Finances, disait. Il y a quand même des gens qui sont d'accord, des gens de la classe moyenne qui disent, ben regarde, on va tout prendre parce que pourquoi pas. Comment vous voyez ça, vous, Pierre, qui êtes justement aux premières loges pour voir les gens, la façon dont ils vivent, avec leur budget de plus en plus réduit quand même? Ouais, je suis venu à penser que le gouvernement, il y a très peu de choses qu'on peut faire. Si on regarde la mesure du gouvernement fédéral qui a baissé de 10 sous la taxe d'accise sur l'essence, lorsqu'il l'a fait, le litre était à 1,90. Aujourd'hui, il est à 1,93. Donc, est-ce qu'il aurait été à 2 et 3 si on n'avait pas baissé la taxe? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est ce que nous disait un expert hier, justement. Mais c'est ça. Puis pendant ce temps-là, ceux qui se promènent avec des gros V8, paient 10 cents le litre de moins parce qu'on avait vraiment besoin de ça. Fait que le problème, c'est quand on saupoudre comme on fait aujourd'hui ou hier, comme on l'a annoncé, c'est que on donne trop à ceux qui en ont pas besoin, puis on donne pas assez à ceux qui en ont trop besoin. Donc, la seule mesure pour moi qui était vraiment avantageuse pour ceux qui en ont vraiment besoin, c'est ce que le crédit à la solidarité, parce que ça, on a déjà là, ce crédit-là n'est disponible qu'à ceux qui ont des faibles revenus. Ouais. Donc là, on vient vraiment aider, beaucoup plus que la taxe de mutation, où est-ce que là, on se dit, on va aider un futur propriétaire de maison, OK, mais est-ce que ses parents l'aident? Est-ce que ses parents sont fortunés? Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin d'aide, alors que beaucoup de locataires ont besoin d'aide aussi? Est-ce que posséder les titres de propriété d'une maison, ça fait partie des besoins essentiels? C'est ça. C'est sûr que c'est un plus. Ou il n'y a pas plutôt des aides pour contrôler les loyers, comme certains groupes le demandent? Exactement. Ou favoriser la construction, peut-être faire attention au nombre de construction. Exactement. Donc, je pense qu'il y a d'autres façons. Plutôt que stimuler la demande, c'est stimuler l'offre. Donc, je pense qu'on s'y prend un peu mal. Puis je lisais dans la presse ce matin que c'était comme $1 par jour là, que ça va donner à tout le monde, tous les Québécois. Mais $1 par jour, c'est ça qui va faire vraiment la différence. Donc, alors qu'on sait que ça coûte très cher au Trésor québécois. En janvier, on avait le plus bas taux de chômage dans le pays. On est à 5,2. Aujourd'hui, c'est 6,2 en avril. Ouais. Donc, moi, je pense que le gouvernement, concentrez-vous sur les besoins essentiels, les routes, les écoles, les hôpitaux et créer de l'emploi. Quand on travaille, au moins, on se donne une chance de passer à travers. Mais le gouvernement peut pas régler tous les maux et tous les problèmes financiers des Québécois en lançant de l'argent comme ça à tout vent. Ouais, donc pour vous, de ce que je comprends, c'est que on aurait pu s'en passer de ces mesures-là. Oui, d'être plus ciblé. Ouais. On est quand même la province la plus taxée en Amérique du Nord, mais il y a des façons, je pense, d'aider vraiment, d'essayer d'aider vraiment ceux qui en ont besoin plutôt que d'envoyer un peu d'argent à tout le monde qui vote. Les auditeurs nous posent des questions 187 Cube Radio. Donc, c'est des mesures qui étaient purement électorales, dans un sens. Écoutez, il y a une question de timing dans tout ça aussi, là. Les élections, c'est en octobre. On l'a vu aussi dans le passé où est-ce qu'on envoyait des chèques, mais envoyer des chèques, comme je vous dis, on envoyait des chèques à tous ceux, je pense, qui faisaient 110 000 et moins. Ouais. Si tu fais 109 000 par année, as-tu vraiment besoin d'un chèque de 500 $? C'est le fun, mais cet argent-là, il est vite dépensé. Puis c'est dans le compte général, puis à ce moment-là, on le voit pas vraiment passer, mais ça coûte des milliards au Trésor québécois. Sur les droits d'immatriculation, il y a vraiment eu des augmentations récurrentes, là, depuis... oui, c'est un véhicule de luxe, c'est 40 000 et plus, alors qu'on tient pas compte de l'inflation. Du coup, de notre auto bien normal, c'est peut-être 50 000. Fait que déjà, on paye une taxe de luxe sur des véhicules donc, qui sont de plus de valeur. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas comme quelque chose d'abord, ça indiquait de la part de Christine Fréchette, c'est de montrer que
elle n'est pas non plus comme François Legault à l'époque ou comme c'est des décisions différentes aussi. Là. Oui, on a choisi des produits différents, on a détaxé des produits. Individuellement, il n'y a rien de mauvais. Puis comme disait l'auditeur tout à l'heure, écoute, moi je vais prendre ce qu'on me donne parce que déjà je trouve que j'en paye beaucoup. Sauf est-ce que c'est la meilleure façon? Ben là, puis là c'est une question de choix. Après ça, en octobre, on ira voter, puis on votera pour ce qu'on veut, puis ce qu'on souhaite. Fait que c'est toujours une question de choix. Mais quand je vois moi que c'est un peu tout le monde qui en bénéficie, c'est là des fois que je décroche un peu, parce que je me dis c'est peut-être pas. On aurait pu faire mieux. Donc. On aurait pu faire probablement mieux. Sur la question de la bouffe, toutefois, moi je trouvais, puis c'est un peu ce que nous disait Sylvain Charlebois avec qui on a parlé hier, parce que c'est une de ses suggestions depuis quelques années, de dire comment ça se fait qu'il y a des choses qui sont taxées parce qu'il y en a 6, mais 5, puis si c'est 6, ben là t'as plus de taxes. Quand c'est emballé individuellement, c'est taxable. Ça devenait compliqué pour certains produits, même si franchement, la majorité des produits alimentaires, de la bouffe, est non taxable. Il y avait encore certaines questions qu'on pouvait poser. Ça devenait mêlant pour certaines personnes. Et il y a aussi le principe de dire la nourriture devrait pas être taxable, parce que la nourriture, c'est un besoin essentiel. C'est un besoin essentiel. Oui, mais lorsqu'elle est transformée, lorsqu'on la jette dans un repas tout fait, tout cuit, ça reste la bouffe. Oui, ça reste la nourriture. Mais comme je vous dis, c'est une question de choix. C'est des choix, ça. La seule affaire, c'est qu'on regarde toujours, il y a un coût de rattaché à ça. Ben, on le sait, on est dans le rouge partout. Donc, c'est une question de choix. Puis mes commentaires sont mes commentaires personnels aussi, parce que je prétends pas non plus avoir mais c'est intéressant une expertise de voir, particulière. Ouais, puis Diane pense pas mal la même chose. T'sais, elle dit, on donnait l'exemple des légumes puis des fruits pré-coupés, là, déjà en format, prêts à manger directement. Là. Elle dit, j'ai jamais acheté moi de légumes coupés car j'ai jamais eu les moyens. Mais puis ça peut-être pas essentiel non plus. Réellement tout le monde. C'est ça. C'est peut-être pas essentiel non plus. On peut les acheter non coupés, les couper soi-même. Ouais, mais je vais vous dire quelque chose. Les personnes âgées qui devraient vraiment manger autant de légumes que nécessaire. Des fois, avec l'arthrose, toutes les maladies de la vieillesse qui, parfois, font en sorte que tu as de la misère à couper des légumes. Tu sais, c'est niaiseux, on y pense pas, là. Non. Mais c'est vrai, couper des carottes, couper des patates, je vous le dis, à partir d'un certain âge, c'est pas toujours évident. Fait que il y a des gens qui m'ont écrit ça, puis je trouvais que c'était tout à fait sensé. On trouvera toujours une raison. Là, oui, il y a ça. Exactement. Selon Equifax, il y a des cas d'insolvabilité au Canada qui sont consternants. Là. Le plus haut niveau depuis 2009. De plus en plus de ménages qui ont de la misère à payer leurs besoins de base. On vient d'en parler, alimentation, le logement, les dettes là-dedans. Vous arrivez quand il s'agit là, d'insolvabilité. Et justement, chez les propriétaires, ça a bondi de plus de 11% par rapport au dernier trimestre de l'année dernière, là, c'est-à-dire l'automne, hiver 25. Il y a 90% de ces personnes-là qui ont décidé d'opter pour la proposition de consommateur. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles à travers les moins bonnes. Je voulais votre analyse de tout ça, Pierre Fortin. C'est ça, c'est que 11% d'augmentation, c'est beaucoup. C'est énorme, ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment le logement qui est le gros problème. Puis la preuve, c'est que c'est les augmentations les plus fortes qu'on a vécues depuis 2009, c'est vraiment Ontario, Colombie-Britannique, parce que c'est là que les maisons sont plus chères, valent en moyenne 40% de plus qu'ici au Québec. Et c'est là qu'on voit des augmentations de 15%, alors qu'au Québec, on est à 3%. Par rapport à l'année passée. Donc, au Québec, c'est beaucoup moins parce que, justement, les maisons valent moins cher, le solde hypothécaire est moins élevé, donc ça pèse moins lourd dans le budget. Et tous les renouvellements hypothécaires, l'année 2026, on le dit depuis longtemps que c'était l'année vraiment charnière parce que c'est l'année où est-ce que tous ceux qui avaient un taux d'hypothèque, qui avaient une hypothèque fermée 5 ans, avaient signé en 2021, donc en pleine pandémie, alors que les taux étaient à leur plus bas. On payait en moyenne 1,8% d'intérêt sur notre hypothèque sur 5 ans. Arrive 2026, le renouvellement, et là, en moyenne, c'est 3,8, en 3,8, 4,2. Donc là, on passe du kit au double. Ça veut dire que les paiements sont du kit au double et les gens ont pu extensionner l'amortissement et tout. Mais le paiement hypothécaire pèse aujourd'hui plus lourd pour tous ceux qui ont renouvelé en 2026. Donc ça a été un premier choc. L'essence, ça paraît pas, là, mais c'est comme le phénomène de la goutte. Oui, mais ça paraît, mais si c'est ça, mettons que c'est 40, 50 $, mais c'est la goutte, tu sais, le phénomène de la goutte qui dit c'est une autre affaire qui coûte plus cher, puis on voit pas le bout non plus, on voit pas la fin de la guerre, on voit pas quand est-ce que l'essence va. Je trouve que c'est ce qui paraît le plus. Oui, mais pour moi je le vois à la pompe, je vais comme voyons donc, soudainement, est-ce que mon réservoir est plus gourmand? Non, c'est 10, 15, 20 $ de plus par semaine. Donc c'est vraiment le phénomène de la goutte. Donc
On a eu une augmentation à tous les niveaux. Les propriétaires, ça pèse un peu plus lourd, mais là où je dis que c'est quand même bon, c'est que c'est 9 dossiers sur 10 qu'on dépose. Pour des propriétaires, c'est des propositions. Les propositions, c'est quoi? C'est un offre de règlement que le syndic négocie avec les créanciers pour réduire l'endettement à la baisse, à un niveau qui est acceptable. C'est-à-dire, les gens font pas faillite. Exactement. Perdent pas leurs biens. L'impact au niveau du crédit est là, mais est moins grand. Donc, et juste le fait de dire, je n'ai pas fait faillite, là, ça vaut de l'argent en tabarouette. Psychologiquement, pour les gens. Combien ça vaut qu'on calcule si ça vaut ça? Non, mais psychologiquement, puis moi, des fois, ça arrive des gens, la personne a 35 ans, je dis, regarde, la proposition va te coûter un peu plus cher parce qu'il faut offrir un peu plus aux créanciers qu'une faillite, va prendre plus de temps parce qu'on paye sur 5 ans, mais c'est ce que je te recommande parce que si dans 10 ans, 15 ans, tu as des gros problèmes financiers, tu as parti une entreprise, ça n'a pas marché, tu te divorces, tu vas être très heureux de ne pas avoir fait une première faillite parce que la première est correcte, mais la deuxième, elle coûte cher. La deuxième, elle reste longtemps au bureau de crédit, elle coûte plus cher, elle dure plus longtemps. Donc, la meilleure façon de ne pas faire une deuxième faillite, c'est de ne pas faire une première. Mais y a beaucoup de monde qui font des deuxièmes faillites? Ben, c'est un dossier sur 5. Fait que c'est 20% des personnes qui viennent voir pour des faillites sont en deuxième faillite, mais c'est avec le temps. Est-ce qu'on a un montant moyen, Pierre, de faillite, le montant là, pour lesquels les gens font faillite? La moyenne des dettes, c'est à peu près 30 000 $ en moyenne. La première fois comme la deuxième fois, c'est les mêmes montants? La deuxième, mais tu sais, c'est sur du long terme. Fait que la meilleure façon de pas en faire une deuxième, c'est pas d'en faire une première. Donc, 20% du monde qui font 2 faillites. Y a-tu du monde qui font 3 faillites? Oui, mais c'est quand même une minorité, c'est à peu près 5%. Mais là, on tombe dans les... Mais tu sais, on parle de faillite, là, mais ça le réduit depuis la pandémie au Québec de moitié. On fait la moitié moins de faillites au Québec qu'on en faisait en 2019. Mais plus de propositions aux consommateurs qu'on appelle. Exactement. Et au Québec, on est encore à moins 10% du volume de dossiers qu'on faisait en 2019, avant la pandémie, alors qu'en Ontario, c'est 20% de plus. Fait que eux, vraiment, ça l'a explosé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un petit peu plus endettés au niveau du crédit à la consommation, parce que les maisons valaient plus cher, pesaient plus lourdement dans le budget. Donc, puis leur taux de chômage aussi, dans le sud de l'Ontario, on parle du 7,5% de taux de chômage, alors qu'au Québec, à cause de l'industrie automobile, exactement, qui a été durement touchée. Donc, économiquement, au Québec, c'était la meilleure province pour vivre au niveau économique, mais là, ça se dégrade tranquillement. C'est pas la faute de nécessairement des gouvernements en place avec tout ce qui se passe au sud du pays, mais c'est une réalité quand même. Donc, la situation se dégrade, le taux de chômage augmente, donc c'est là qu'il faut vraiment, je pense, faire preuve de prudence. Parce que c'est pas le gouvernement qui va nous lancer une bouée, c'est pas la pièce par jour que le gouvernement vient nous donner qui va changer la donne, mais c'est vraiment dans toutes les décisions qu'on prend, j'ai un achat à faire sur Internet, là, j'ai le choix, là, en bas, c'est marqué, vous pouvez payer en 4 versements, là, sur 6 semaines. Je ne prends pas ça. Est-ce que, si j'arrive pour payer ma carte de crédit, bon, j'ai pas l'argent, je mets ça sur la carte de crédit, je sais qu'à la fin du mois, j'aurai pas l'argent pour le payer. Est-ce que je veux vraiment payer 20%? Ben, c'est ça, c'est de faire preuve de prudence, d'essayer de réduire la consommation au minimum, juste pour passer à travers cette mauvaise passe-là. Ouais. Et la situation, au Québec surtout, est beaucoup moins critique que dans le reste du pays, mais quand même, quand on est touché personnellement, même si c'est moins pire qu'ailleurs, quand on est touché personnellement, c'est déjà beaucoup, puis c'est déjà ce qu'on souhaite pas. Ouais, Olivier. Un gros témoignage là, je suis en train de le lire en même temps, mais je vais vous lire en temps réel là. Pourquoi vous commentez sur la taxe sur les peanuts, c'est-à-dire comme si c'était des peanuts, comme si c'était rien. Il dit moi je paie beaucoup de taxes, je suis un citoyen comme les autres. C'est pour ça que le gouvernement a de l'argent. Mais c'est correct de nous en soutirer plus parce que vous pensez que j'en ai assez. Vous voyez rien de mauvais là-dedans. Il dit j'ai travaillé et je continue de travailler fort et payer mes taxes. Les pauvres, là, ils utilisent des termes assez directs, là, mais les pauvres pleins de tatous, mangent avec Uber Eats, fument, vont à SUDC, chiens, chats, plein d'enfants. Et après ça, moi, je vais au Super C ou au Costco pour économiser. Je dois payer plus. Tellement tanné de ces arguments-là. Allez vous éduquer, trouvez une bonne job professionnelle, travaillez fort, mettez de l'argent de côté, pas de vacances et investissez. Moi, je le fais. Pourquoi les autres sont pas capables? Et ça, c'est un cri du cœur, ça. Je peux comprendre un peu sa vision des choses. C'est sûr qu'il généralise peut-être un petit peu. Mais c'est vrai que c'est plus le tatoué non plus et avec. Mais c'est toujours la notion quand même de dire faut travailler fort, payer des taxes, puis si tu travailles pas fort, t'arriveras pas. Puis moi je veux pas payer pour toi d'une certaine façon, si je comprends bien. Oui, mais c'est l'aspect aussi que la consommation a jamais été aussi grande présentement. Là, si on se fie juste à l'Auto-Québec, à l'alcool, il parle de la SQDC ici. Il y a plein de facteurs comme ça que c'est vrai quand on regarde autour de nous, les gens semblent vouloir avoir. Ils ont beaucoup de béquilles, qui semblent beaucoup aller en voyage, se payer plein de
trip, aller au Canadien à 10 000 $. Tu sais, je comprends cet aspect-là. Faut juste, oui. Puis j'en paie aussi beaucoup de taxes, mais il faut quand même faire attention aux stéréotypes parce que on ne naît pas tous avec les mêmes opportunités. Et ça, là, il y a beaucoup de jugements, tous les jours, j'en vois des gens. J'ai passé, à un moment donné, il y a 2 semaines, 12 heures à l'urgence. On ne naît pas tous avec les mêmes opportunités, avec les mêmes parents qui peuvent nous envoyer dans des écoles privées pour avoir une excellente éducation, pour après ça faire des études puis bien gagner notre vie. Et ça, c'est comme les stéréotypes où est-ce que, le monde qui font faillite, ils n'ont pas d'allure, ils sont pas occupés de ces affaires. C'est tellement loin de la réalité, là, quand ils viennent chez nous, ils sont gênés. Ils n'ont pas souhaité ça, puis il y a 60% des cas qui sont des cas divorce, perte d'emploi, business qui n'a pas fonctionné. Il y a beaucoup de cas qui sont à l'extérieur de ce que les gens auraient pu faire. Ils n'ont pas vu ça venir. Puis tu sais, les gens vont dire, ouais, mais les gens, pourquoi ils s'endettent? Ben, pourquoi ils s'endettent? Pourquoi aussi, on pourrait poser la question, pourquoi est-ce que les banques prêtent autant? Il y a une responsabilité partagée dans tout ça. Exactement. Puis un consommateur, là, il est endetté. Pourquoi? Parce qu'il peut s'endetter. Fait que la banque a donné, puis là, je veux pas parler contre les banques, là, mais je veux pas mettre tout le monde à dos, mais tu sais, c'est la 6e carte de crédit qu'on a accordée à quelqu'un alors que les 5 autres étaient loadées, là. Tu sais, la banque qui a donné cette 6e carte-là, elle savait là qu'il y avait 5 cartes là. Fait qu'est-ce qu'on a vraiment aidé la personne en y en donnant une 6e? On a juste étiré l'élastique pour dire, on te laisse survivre un autre 6 mois, mais tu vas finir quand même par faire une proposition ou une faillite. Fait qu'à un moment donné, moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Donc, puis à ce moment-là, on te coupera. On rappellera ton prêt ou mais durant le temps que tu auras payé le paiement minimum, moi je vais en faire de l'argent. Fait que moi je me tiens loin de ça parce que moi je me compte extrêmement vous faites quoi? privilégié. Vous avez de l'argent sous votre matelas? Comment vous faites? Mais moi je me compte très privilégié. J'ai eu la chance, j'ai eu des parents avant moi, puis j'ai eu le droit à une éducation, une bonne éducation. Oui, j'ai travaillé fort, oui, j'en paie des taxes, mais je me dis on est quand même dans en tout cas moi je me considère dans la partie privilégiée de la société, mais c'est pas tout le monde qui font ça. Il y en a beaucoup qui travaillent très fort, qui travaillent au salaire minimum, qui en arrachent, qui ont besoin de trouver un loyer, qui n'ont pas été chanceux dans la vie, qui ont eu des mauvaises fréquentations, tu sais, des femmes qui ont vécu des situations dramatiques qui est venu affecter au niveau de leur estime de soi, qui fait que tu as de la misère après ça t'as relevé. Il y a un paquet de raisons qui va justifier, selon moi, à mon humble avis, encore là, c'est des opinions très personnelles, là, mais qui va justifier pourquoi toi tu as plus de misère à t'en sortir. Puis c'est pas juste une question de bonne volonté, de travail et tout. Il y a un paquet d'autres facteurs. Tellement. J'ai une bonne question très très rapide. Quelqu'un demande comment vous faites de l'argent, vous les firmes, les firmes de syndic autorisés en insolvabilité. Oui, exactement. Comment vous faites cet argent-là? Oui, c'est à même les sommes qui sont offertes aux créanciers. Donc c'est une loi qui prévoit ça. Donc si on fait une offre de règlement aux créanciers, les créanciers savent que ils doivent payer les frais de la procédure parce que ils savent qu'en bout de ligne, de toute façon, ça va donner plus qu'une faillite. Dans la faillite, c'est des contributions mensuelles qui sont faites par la personne qui fait faillite sur une période de temps, sur 9, 24 ou 36 mois. Fait que c'est des petits montants relativement qui n'ont pas vraiment rapport avec l'endettement. On peut devoir 50 000 puis quand même payer 1 800 $. On peut devoir 20 000 payer le même 1 800. Donc, c'est une question fait, c'est des frais qui sont prévus par la loi puis qu'on se paye à même les sommes qui sont offertes aux créanciers. Pierre Fortin, merci beaucoup pour toutes ces informations. Ça fait beaucoup réagir. Même Ginette de l'Estrie qui nous envoie un doigt d'honneur avec un emoji. Sais-tu bien que ça? J'ai-tu bien vu? Écoute, Isabelle. Faut trier, hein, c'est ça mon emploi, que parfois je dois trier. Voilà. Est-ce que je dis ce que j'ai envie de dire depuis hier? Que la personne qui m'a dit, je souhaite qu'il y ait un missile iranien qui t'explose dans la gueule, mon espèce de, puis je vous passe on peut-tu lui dire de juste comme arrêter de nous écrire? Appel à tous, quand vous nous écrivez, ça nous fait plaisir de vous lire, mais vous êtes nombreux. Vous lit, là. Vous êtes nombreux, on crée ce sentiment d'intimité avec vous, mais vous êtes plusieurs, puis on vous lit. Parfois, non, mais c'est quand même raide. Tu vois l'image? Ben oui. J'aimerais ça. Je souhaite qu'un missile iranien t'explose dans la gueule, qui m'écrit. Exact. Donc, si vous voulez le meilleur résultat, je veux dire, en ondes, je sais pas, c'est peut-être pas la meilleure manière aussi de créer l'entrain. Voilà. Oh mon Dieu, ça m'a fait du bien de le dire. C'est dit. Voilà. C'est bien dit. Alors que cette personne, je pense que vous savez qui c'est. S'il vous plaît, arrêtez de nous écrire. Ça ne sert à rien. Vous polluez notre messagerie. Merci beaucoup, Pierre. Ça fait plaisir, Isabelle. On s'arrête ici. Tout de suite après, on va parler un peu de santé. On traite beaucoup de sujets de santé à cette émission et pour cause, ça nous coûte vraiment pas mal d'argent. Et là, il y a un perfusionniste qui nous a écrit il y a quelque temps pour nous dire à quel point il y avait une pénurie de ces professionnels de la santé. On lui parle tout de suite après ceci.